C'est un enjeu clé pour les constructeurs. On va se demander si le secteur HLM est finalement moteur ou à la traîne, et quelques pistes qu'il pourrait suivre, sachant que les injonctions, là encore, sont souvent contradictoires. Si on doit résumer la problématique, c'est en gros de se demander comment on peut construire plus de logements, moins chers pour les occupants, mieux insérés dans la ville, plus diversifiés, qui émettent moins de carbone pour la construction, mais aussi pour les usages, qu'ils soient en plus inscrits dans une économie plus circulaire et plus locale, préservant la biodiversité et donc respectueux du foncier. Fastoche. Mais si c'était simple, ce serait déjà fait et on n'aurait pas besoin d'organiser un débat avec des personnalités aussi compétentes que vous, que je vais vous présenter. Michel Fréchet, d'abord, président de l'association CGL. Vous faites un petit geste de la main pour leur dire qu'il est venu en famille avec des amis, donc ils l'applaudissent. Florent Lacarrère, conseiller régional en Nouvelle-Aquitaine, délégué au logement et à l'habitat, qui est venu donc sans sa famille. Stéphane Dauphin, directeur général de Paris Habitat, vous êtes président de la commission Transition et Résilience de l'USH. Olivier Sichel, directeur général délégué de la Caisse des dépôts. Philippe Gruat, vous êtes président de l'AIMCC, entre autres choses que vous présidez, car vous êtes un président multiple. Alors, l'AIMCC, si j'ai bien compris, c'est la Fédération des fournisseurs de matériaux de construction. Évidemment, on a hâte de vous entendre sur ce sujet. Dominique Soyer, directeur général de Maisons et Cités, et puis Axel David, directeur de l'USH Pays de la Loire. Stéphane Dauphin, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a une prise de conscience véritable chez les bailleurs aujourd'hui? Est-ce que, on va dire, ces considérations environnementales, c'est vraiment devenu une priorité? Et je ne vous demande pas juste une réponse de complaisance en me disant oui, oui, bien sûr, aujourd'hui. Parce que hier encore, on avait une première table ronde où il y avait une question ou une remarque qui disait oui, on nous demande de respecter l'environnement, mais est-ce que notre priorité, ce n'est pas d'abord de loger les gens? Effectivement, l'un ne va pas sans l'autre, mais je crois surtout qu'aujourd'hui, on est face à des bouleversements qui sont majeurs. On a connu le monde HLM, le mouvement HLM a connu dans son histoire des changements, des évolutions techniques, financiers, mais là on est face à une période qui s'ouvre avec des changements sociétaux, des changements environnementaux et de l'émergence de problèmes qui vont, et je le crois, et je ne dis pas ça par complaisance, mais qui vont bouleverser nos métiers et l'approche de nos métiers. Il y a évidemment les enjeux climatiques, le réchauffement, le dérèglement climatique qui forcément bouleverse nos habitudes et cela va s'amplifier. Aujourd'hui, on entend parler systématiquement du confort d'été quand on fait des réunions publiques. Il y a quelques années, c'était jamais le cas. Hier, je discutais avec des collègues bailleurs belges qui parlaient des catastrophes naturelles qu'ils ont eues en juillet en Belgique. Ils racontaient qu'aujourd'hui, il fallait qu'ils reconstruisent une partie de leur parc. Et quand ils avaient à l'esprit des aléas climatiques qui arrivaient tous les 200 ans, maintenant c'est probablement tous les 10 ou 20 ans, ils se posaient la question de construction sur pilotis, la construction en hauteur. Et je pense que ces crises climatiques, ces événements exceptionnels, on en connaîtra tous de plus en plus. Donc forcément, le parc devra s'adapter. On est face aussi à une révolution en termes de normes, la loi climat et résilience, la non-artificialisation des sols, c'est des changements majeurs, qui plus est à un moment où la question du foncier est vraiment prégnante pour nous, un moment où on doit rendre la densité acceptable, désirable. Évidemment, sur les normes, j'aurais pu parler également de la RE 2020. On a aussi des exigences, et c'est bien légitime, de plus en plus fortes de nos locataires, des parties prenantes, sur la co-construction des projets, sur les échanges. Donc on a besoin aussi de changer nos pratiques. On a besoin, par exemple, d'entreprises, mais aussi de maîtres d'œuvre qui, au-delà de la question technique, ont aussi les questions sociétales, qui savent travailler avec nos locataires, faire évoluer les projets. Et puis on a des territoires qui évoluent fortement. Aujourd'hui, on regarde tous, nous on les vit en direct à Paris, le futur PLU bioclimatique, mais à Rennes, à Lille par exemple, le pacte bas carbone, ce que fait aujourd'hui la métropole à Bordeaux. Et on a beau se dire que ça va être compliqué, que c'est isolé à quelques territoires. Moi, je ne le pense pas. Dans 10 ans, on sera tous engagés
très fortement sur ces sujets-là. Et donc, la maîtrise d'ouvrage et la ville bas carbone, voilà, c'est une réalité qui s'impose à nous avec des bouleversements majeurs à arriver. Bon, mais je vais vous poser la question qui ne va pas vous plaire, mais je vous la pose quand même. Ça va vous coûter plus cher. Bah, ça coûte aujourd'hui un peu plus cher parce qu'aujourd'hui on défriche, si j'ose dire, mais on sait aussi les chantiers qu'on doit engager sur la massification, sur des filières industrialisées, mais on doit aussi réfléchir, et le coût, est-ce que c'est le coût simplement financier, le coût aussi bas carbone. Aujourd'hui, à Paris, la première question qu'on se pose, c'est doit-on démolir ce bâtiment ou ne peut-on pas le transformer? On est engagé aussi sur ces questions de régénération urbaine, donc on transforme à Paris Habitat. On a créé, par exemple, ces dernières années, 1000 logements issus de la transformation de bureaux. On transforme des parkings, on transforme des anciennes écoles. Il y a aussi cette approche frugale qui fera évoluer la façon dont on engage tous ces nouveaux sujets environnementaux et techniques. Donc, On est au début de l'histoire, là. je pense qu'on est au début de l'histoire depuis quelques années. Quand il y a 5 ans, sur la caserne de Reuilly, on a engagé des sujets de recyclage des matériaux. On n'avait quasiment pas d'acteurs en France. C'est une association belge qui nous a accompagnés. Aujourd'hui, on est dans notre immense majorité engagés sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, nos collaborateurs nous le reprocheraient de ne pas faire. Aujourd'hui, eux-mêmes sont engagés. Et aujourd'hui, on n'aborde plus la rénovation, la réhabilitation d'un immeuble sans se poser cette question du cycle de vie des matériaux et du réemploi. Michel Fréchet, est-ce qu'il y a vraiment, et là on est entre nous, donc on peut se parler, non, mais ça va marcher tout seul, vous ne tapez pas dessus sur le micro, n'en faites pas, vous parlez juste dedans. Mais faites gaffe à ma question. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui une demande des locataires en ce sens? Il y a surtout une demande des locataires aujourd'hui pour avoir un logement différent, parce que depuis un certain nombre d'années, la surface des logements, ça tout le monde le sait, a diminué. Depuis des années maintenant, quand on construit, on n'entre plus dans l'appartement et on ne se retrouve plus dans un espace qui était l'espace de l'entrée. Ça disparaît. Enfin, ça a tendance à disparaître. Et aujourd'hui, on a tendance à rentrer dans l'appartement directement dans le séjour. De même que dans les constructions aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que la cuisine comme pièce séparée a tendance à disparaître. Et on met des éléments de cuisine dans le salon, ce qui fait que... On appelle ça cuisine à l'américaine, mais c'est pour gagner des mètres carrés, quoi. Oui, non, mais vous avez très bien compris. Hein. Effectivement, c'est ça. C'est une cuisine à l'américaine. Bon, je veux bien, mais en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il n'y a plus de séparation. On prend la surface de cette cuisine sur le salon, donc il n'y a plus ce côté convivial qui permettait à la famille, aux invités de se réunir dans le salon pendant que le repas était préparé dans la cuisine. Ça a tendance tout cela à disparaître. Et donc, quand vous me demandez si les locataires sont d'accord avec le changement climatique, dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire oui, hein, parce que tout le monde se rend compte qu'actuellement, il fait très chaud l'été, on a des périodes de canicule. Monsieur Dauphin a cité les catastrophes climatiques. Donc, de ce côté-là, je crois que c'est quelque chose... Mais est-ce qu'ils vous disent, attendez, nous, on voudrait des logements sociaux, mais qui soient construits avec tel type de matériaux qui correspondent à tel type d'économie circulaire et autres? Mais ils y répondent indirectement. Ce que chaque locataire veut, c'est être bien dans son logement. Et être bien dans son logement, c'est avoir un logement suffisamment grand, ce qui est de moins en moins le cas. C'est avoir un logement où on dispose de rangement, ce qui est de moins en moins le cas. Je me souviens une fois, un locataire, on parlait, parce que quand je descends moi, dans les unions départementales, très souvent, les militants me font visiter des sites. Et souvent, en visitant les sites, je rentre chez les locataires qui me montrent, ils me disent, regardez, ici, il y a des moisissures, c'est pas normal, enfin, etc. Et... Oui, mais pardon de vous le dire, ça n'a rien à voir avec le développement durable. Si, ça a à voir parce qu'on ne peut pas mettre en place un logement durable sans avoir conscience que les locataires ont besoin d'un certain type de logement, ont besoin de bien vivre dans leur logement. Et on a constaté lors des derniers confinements que c'était loin d'être le cas. Et donc,
Je vous cite un exemple là, parce qu'on a parlé des vélos à un moment, avec, je me souviens très bien d'un locataire qui m'en parlait. Et lui, il me disait, je ne peux pas avoir de vélo. Eh oui, Et je lui dis si pas pourquoi, parce que j'ai pas d'endroit pour le garer. ah, voilà, c'était ça le problème. Hein, je ne peux pas le mettre dans la chambre, je ne peux pas le mettre dans le salon. Voilà. Donc, si on repense le logement dans une démarche de changement climatique, il faut prendre en compte tout cela. Et je vous dirais une dernière chose. Récemment, il y a eu une commission, la commission Girometti, qui a été chargée par les pouvoirs publics, par le gouvernement, je crois que c'est même la ministre du Logement qui a commandé ce rapport, pour faire une prospection sur l'avenir, sur le type de logement qu'il fallait construire dans le cadre du changement climatique. Et cette commission a interrogé, si je me souviens bien, 87 personnes. 87, alors des architectes, des maîtres d'ouvrage, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a une catégorie qui n'a jamais été interrogée, ce sont les locataires, ce sont les associations représentant les c'est pour locataires. ça que vous êtes ici, parce que nous, on vous Oui. interroge. Et vous allez me dire une autre chose, que j'ai une autre question pour vous. Vous avez entendu Stéphane Dauphin, et moi je lui ai posé la question, est-ce que ça coûte plus cher de construire? Il était un peu embarrassé, mais enfin quand même, oui. Ben évidemment, Est-ce que le locataire, lui, est prêt à payer un peu plus cher, sans loyer, tous les mois, pour avoir un logement qui soit écologique, durable? Oui, alors j'ai envie de vous dire, quand vous me posez cette question de la manière dont vous la posez, que vous raisonnez comme raisonnent les constructeurs, mais comme raisonnent surtout les adhérents du logement privé. La caractéristique du logement social, c'est de produire du logement moins cher que le logement privé. Et pour pouvoir produire du logement moins cher que le logement privé, il faut que l'État mette la main au porte-monnaie. Mais c'était comme ça de Donc votre tout temps. réponse, en gros, c'est non. C'est le locataire des logements sociaux n'est pas prêt à payer plus cher son logement pour qu'il soit plus écologique. C'est pas qu'il n'est pas prêt à payer son logement plus cher, c'est qu'il ne le peut pas financièrement. Hein, vous avez dans les logements sociaux, et ce n'est pas les bailleurs qui me contrediront. Monsieur Fréchet, les dépenses, c'est toujours un arbitrage. Hein. Voilà. Oui, mais l'arbitrage, depuis plusieurs années, on diminue année après année. Mais vous me les dites budgets, donc, et aujourd'hui, il n'y a plus un centime. Vous confirmez que consacré quelque chose pour sans le doute logement. qui est su par les bailleurs, c'est qu'on ne peut pas tellement jouer sur les loyers pour avoir des logements plus écologiques. Non, mais ça, c'est évident. Bon. Florent Lacarrère, donc on se tourne vers vous. Comment, donc, puisque c'est plus cher que les locataires, c'est pas possible, donc les élus locaux, est-ce qu'ils peuvent aider l'amélioration du parc HLM? Vous avez des orientations, des feuilles de route, vous avez des subventions particulières? Tout à fait, c'est notre rôle, bien évidemment, d'accompagner les bailleurs sociaux dans cette trajectoire. Alors, pour la région Nouvelle-Aquitaine, l'idée, c'est en 3 phases. D'abord, de documenter sur notre territoire l'état du logement et des enjeux qui sont devant nous, de définir un cadre stratégique et des dispositifs d'action pour accompagner les mutations écologiques. Alors, les constats, ils sont simples et ils sont partagés. C'est que l'habitat se situe à la croisée de tous les enjeux et de toutes nos compétences. Le mal-logement est le point de rencontre de la misère sociale, de la précarité énergétique, de la vétusté du bâti. Donc, finalement, le logement, il est au carrefour des enjeux sociaux, écologiques et d'équité territoriale. On peut citer quelques chiffres qui nous ont permis à établir nos cadres d'action. C'est que les bâtiments sont les principaux consommateurs d'énergie, avec 41% des consommations en Nouvelle-Aquitaine. On trouve un enjeu social également, puisque on sait que les classes populaires, les ménages les plus fragiles, sont les premières victimes de la précarité énergétique. Donc dans ce cadre-là, nous avons établi un partenariat stratégique avec les bailleurs, et notamment l'Union régionale, dont je salue la présidente Muriel Boulmier, qui doit être parmi nous. Et donc, pour être les garants du bien habité sur tous les territoires, tout en respectant nos objectifs écologiques, nous avons défini un cadre qui passe par 2 documents. Le premier, c'est le SRADET, notre schéma d'aménagement du territoire, qui a posé, et ça a été évoqué, l'idée de réduction drastique de la consommation du foncier, avec un objectif de réduction de 50% de la consommation du foncier à l'horizon 2030 pour limiter l'étalement urbain. Ensuite, nous avons établi une feuille de route écologique sur l'ensemble de nos politiques régionales, pas seulement le logement, qui s'appelle Néoterra. Le travail de 400 scientifiques qui a pour objectif de transformer l'ensemble de nos politiques publiques. Alors, ce cadre, par exemple, en matière de logement,
nous engage à réaliser 120 000 rénovations thermiques par an, avec un objectif de réduction de 50% de nos consommations énergétiques à l'horizon 2050 et de développer un nouveau mix énergétique, notamment par l'autoconsommation qu'on pourra peut-être aborder dans le cadre de nos débats. Donc ça, c'est notre cadre, des constats, des objectifs. Maintenant, le plan d'action. La région s'engage aux côtés des bailleurs sur la rénovation énergétique et la régénération du parc social. Donc nous avons établi un plan régional pour l'efficacité énergétique avec un objectif de 7000 rénovations thermiques de logements sociaux par an, en accompagnant les bailleurs dans cet objectif. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même 31% des logements sociaux qui sont en étiquette D, E, F et G, avec 68 000 logements à rénover, ce qui est significatif. Mais j'aimerais évoquer un sujet avec vous, c'est que accompagner les bailleurs et massifier les rénovations énergétiques, ça ne suffit pas pour nous. Au-delà de ça, il faut que les travaux de rénovation énergétique soient efficients. Et pour ça, il faut d'abord former le secteur du BTP et de la rénovation énergétique pour que l'efficacité des travaux de rénovation soit vraiment effective. Ce que vous nous dites, pardon, oui. Je traduis, qu'il y a une volonté politique qui est là, mais qu'en gros, ça ne suit pas derrière et ça ne suit pas notamment dans les entreprises du BTP. On est dans une urgence. Les entreprises du BTP n'ont pas encore effectué toute la mutation nécessaire et c'est pour ça que c'est le rôle de notre région aussi de les accompagner. Alors il y a un exemple un peu typique. Enfin, c'est pas le rôle de la région d'être avec les entreprises, les carleurs, de leur expliquer comment ils doivent travailler. Mais c'est le rôle de la région de former les lycéens et de créer Oui. les filières, d'accompagner l'économie locale. Enfin, on ne vous voit pas beaucoup sur les chantiers de Vinci ou de Bouygues ou de l'entreprise Tartampion d'ailleurs. Mais leurs salariés sortiront peut-être demain du lycée de Felletin en Creuse, où on va développer un lycée d'excellence de la rénovation énergétique. Donc peut-être qu'on les trouvera plus tard sur ces chantiers-là. Ben ouais, mais il y a urgence. Alors je me tourne évidemment vers Philippe Gruat. Comment est-ce qu'on fait pour construire mieux ? Si vous le permettez, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Il y a quelques dizaines d'années, le bâtiment, ça se construisait sur place. On amenait les matières premières et on les transformait et on construisait. En quelques dizaines d'années, quelques décennies, s'est créée une industrie de transformation de ces matières premières en usines. Et donc aujourd'hui, vous parliez de la IMCC tout à l'heure, mais l'industrie des matériaux de construction, c'est 7000 entreprises industrielles en France, fabricant pour le marché français. C'est 460 000 personnes et c'est 46 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc il s'est créé une filière amont, enfin une industrie amont du bâtiment. Et cette industrie, toutes les entreprises dont je viens de parler ont bien sûr la conscience très forte. Et c'est la première priorité, bien sûr, depuis quelques années, de cette transformation écologique et cette transformation environnementale. Donc c'est clair et net. J'entendais un sondage d'ailleurs sur les élections présidentielles. On disait que l'environnement était la quatrième priorité des Français dans l'enjeu électoral. Pour nous autres industriels, c'est une évidence et je ne vais pas développer pourquoi. Ça dépend des sondages. Très loin, la première priorité. Oui, non, mais je veux dire, pour nous, c'est vraiment, en tant qu'industriel, la priorité. Alors comment ça se fait ? Ça se fait de deux façons. Ça se fait par de la R&D et de l'innovation, pas tout à fait la même chose. Je pense qu'en matière de recherche dans notre domaine, on a vraiment été très 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 loin en France, mais aussi dans le monde entier, sur la partie recherche. Ce qui nous manque, c'est la partie développement. C'est comment on met en œuvre, d'un point de vue industriel, toutes ces idées, toutes ces innovations, ces recherches. On a un exemple simple, on construit en terre depuis quelques milliers d'années. Maintenant, comment est-ce qu'on industrialise la construction terre, je dirais, dans un pays comme le nôtre, avec toute la logistique qu'il y a et puis les besoins, bien sûr, de qualité qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est la partie développement qui est en train de se réaliser. Et donc l'enjeu fort, c'est comme on dit en bon français, c'est le make it happen. C'est comment on fait en sorte que toutes ces recherches, donc qui vont dans un sens, je dirais, de bas carbone, comment est-ce que... Ah oui, ça surprend toujours la première fois. Je suis d'accord avec vous. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Et donc... Non, c'est pas du tout indexé. Il n'y a pas de détecteur de mensonges. La lumière ne se met pas à tournoyer. Parce que sinon, ça deviendrait une boîte de nuit. Et donc, c'est cette mise sur le marché qui est importante. Et pour ça, ça veut dire donc effectivement des projets de développement et surtout des investissements.
Et c'est là où, effectivement, nous avons besoin, non pas d'appui, mais de confiance pour que nos industriels investissent lourdement dans les années à venir. Confiance en qui? Qu'il s'agisse de... Pardon, confiance en qui? Confiance dans l'avenir, c'est-à-dire dans la réglementation, dans ce que l'on peut faire, dans le... C'est-à-dire, c'est les pouvoirs, quasiment. vous dites les pouvoirs publics n'ont pas confiance. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, on est dans nos matériaux, on a des matériaux biosourcés et d'autres qui sont géosourcés. Hein. Donc certains sont carbonés à la production, d'autres ne le sont pas. Donc les deux ont besoin de coexister. Hein. Il faut bien sûr tous les matériaux pour construire, c'est une évidence, pour avoir le bon matériau au bon endroit. Il faut absolument que les filières biosourcées se développent, hein, et aujourd'hui, Dieu sait si elles sont encore faibles, et qu'on puisse développer une véritable industrie, je dirais, de biosourcés. Hein, aujourd'hui, il y a peu d'industriels qui se lancent là-dedans, pas assez, parce que la rentabilité n'est pas encore acquise. Malgré les réglementations récentes et passées, il n'y a pas assez de confiance pour investir lourdement et de façon industrielle pour massifier ce type de production. Et le géosourcé se sent un petit peu aussi contraint dans la mesure où, prenons l'exemple de la RE 2020, il y a une pénalisation des matériaux qui sont carbonés à la production. Hein. Donc il faut trouver un équilibre entre tout ça pour donner confiance dans l'investissement lourd de toutes les filières de la construction. Axel David, vous lui faites confiance? Il nous dit qu'il a besoin de confiance. Vous On lui fait confiance et on organise le fait qu'il ait confiance. En fait, c'est ça le sujet. On s'est retrouvé en Pays de la Loire, et je vais rebondir sur l'intervention du président de la CGL, avec des patrimoines qui étaient jusque-là très attractifs, nos pavillons en logement individuel, mais qui étaient chauffés à l'électricité. Et ces pavillons devenaient de moins en moins attractifs et le deviennent encore plus avec les dernières annonces sur l'augmentation des prix de l'énergie, parce que les locataires ont une difficulté à faire face aux charges de chauffage et aux charges d'eau chaude. Et la logique, c'est, pourtant ces pavillons, ils sont intéressants parce que pour le coup, ils ont peut-être la cuisine à part, ils ont peut-être le salon plus grand que dans ce qu'on fait récemment, et ils conservent en eux-mêmes une attractivité forte. Et donc on a besoin de pouvoir intervenir sur ce type de patrimoine et le faire d'une manière importante. Alors l'intervention par composant ne fonctionne plus, et donc il faut faire des réhabilitations lourdes. Et ces réhabilitations lourdes, elles nécessitent de penser différemment nos réhabilitations, et pour le coup de s'imposer, de regarder comment on va intervenir et comment on va le faire un peu massivement, et avec des logiques d'intervention hors site, ce que vous décriviez, c'est-à-dire le fait de concevoir une partie de la réhabilitation en usine et de la faire venir sur nos logements pour essayer d'avoir une forte performance, une forte qualité de mise en œuvre. Et c'est cet exercice auquel se sont astreints les organismes en Pays de la Loire. Et c'est ça Energy Sprong? Alors Energy Sprong, c'est cette ambition qu'on a rencontrée, entre guillemets, quand on a eu cette question. Donc on avait des patrimoines sur lesquels on ne savait pas intervenir, des patrimoines sur lesquels on avait des locataires qui n'étaient plus en capacité d'assumer les charges, mais en même temps, des logements, des pavillons, des logements en appartement qui étaient intéressants et qui étaient bien situés, qui étaient potentiellement de bons logements si on résolvait cette question de l'attractivité. Donc notre idée, c'est de se dire, bon, alors l'intervention par composant ne fonctionne pas, il faut donc investir lourdement. Investir lourdement, ça nécessite de redonner un cycle de vie au produit, c'est-à-dire il faut lui redonner la capacité de se prolonger sur 30 ans. Et donc on a rencontré un projet qui est un projet hollandais, qui est Energy Sprong, et qui est une logique d'intervention pour amener le logement à énergie égale zéro, mais aussi en intervenant sur les autres éléments de la réhabilitation d'un logement. On ne va pas juste faire un beau thermos, mais intervenir sur l'ensemble du logement pour qu'il soit de qualité et que les locataires puissent s'y projeter sur le long terme, à la fois ceux qui y sont déjà et ceux qui y viendront demain. Et ça, Energy Sprong, c'est cette logique, cette transposition que nous on fait aujourd'hui en Pays de la Loire. On essaie de reproduire une des dimensions du projet hollandais qui n'avait pas été reproduit jusque-là en France, qui est la commande massive, qui est le fait de donner confiance aux industriels, qui est le fait de grouper des organismes HLM, 14 en l'occurrence, qui ont fait et décidé de créer une centrale d'achat en commun et de se projeter dans un marché de 2108 logements, de 200 millions d'euros,
qui permet pour le coup aux industriels de se projeter, de s'organiser pour répondre à cet appel d'offres et pouvoir faire les investissements qui permettront de passer cette économie d'échelle qu'on avait du mal à passer jusque-là. Et vous, de faire des économies aussi. Nous, l'idée, c'est à terme de faire arriver un système à maturité et qu'en effet, on soit en capacité d'assumer ces réhabilitations. Parce que Stéphane Dauphin le disait tout à l'heure, c'est une vraie difficulté, c'est une vraie question en soi. Ah ben, c'est le nerf de la guerre, hein, bien sûr, hein, on est d'accord. Dominique Soyer, directeur général de Maisons et Cités, comment vous voyez les choses? Je pense que le sujet il est bien posé, c'est-à-dire qu'on a besoin à la fois de temps long pour emmener toute une filière dans l'évolution des mécanismes de construction de matériaux, etc. On a besoin de confiance et on a besoin de partenariats multiples qui regroupent en effet des collectivités locales, des fédérations de bâtiments, des entreprises, des universités, etc. pour aboutir au sujet qu'on évoque. L'exemple que je pourrais utiliser, c'est pour bien montrer ce qu'est la responsabilité du bailleur finalement sur la façon dont se transforment les métiers et puis le tissu économique de son territoire. Maisons et Cités, on est un bailleur de 60 000 logements. On a engagé 600 millions de travaux cette année sur de la réhabilitation, de la construction, etc. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité lourde sur la façon dont le tissu économique se structure. L'exemple que je voudrais vous donner, c'est celui des écomatériaux. On pense pouvoir jouer un rôle sur la façon dont une filière nouvelle peut se développer sur la question de l'utilisation du chanvre. Il existe déjà un peu d'écomatériaux sur le lin, sur le bois, peu de chanvre en tout cas dans la région Hauts-de-France. Et on pense qu'un bailleur comme Maisons et Cités peut jouer un rôle sur ce sujet-là en s'associant avec la région Hauts-de-France par exemple et ses organismes associés. Et donc on a mis en place tout un dispositif qui permet de travailler sur la filière de A jusqu'à Z, de la production agricole, la transformation, la pose, la mise en œuvre, etc. Et ensuite l'évaluation. Ce travail, il a démarré il y a 5 ans. Il y a 5 ans, nous avons équipé des logements de béton de chanvre. On les a équipés de capteurs pour vérifier l'efficacité des matériaux posés. Et on s'est rendu compte qu'en effet, ce matériau, il est prometteur. Il est meilleur que prévu d'ailleurs, meilleur que ce qui nous était promis par écrit sur l'efficacité énergétique, sur la perméabilité à l'air, par exemple sur la tenue dans le temps aussi, très longue par rapport aux matériaux traditionnels, etc. Donc ce matériau, il est vraiment très prometteur. Mais pour mettre en œuvre une filière et faire en sorte qu'elle soit efficace, qu'on ait suffisamment massifié pour aboutir à des tarifs raisonnables, parce qu'aujourd'hui on est aux alentours de 15-20% plus cher que des matériaux traditionnels, eh bien, il faut travailler sur la formation. Donc il faut emmener tous les mécanismes de formation, tous les outils de formation financés par la région, par exemple, mettre en place des outils très pratico-pratiques, par exemple Laurent Lacarrère est content quand vous dites ça, là. Voilà. Et donc, la région, ça sert à quelque chose. La région est extrêmement utile sur des sujets comme ça, parce qu'elle nous permet de compenser dans un premier temps des surcoûts et de mettre en place des dispositifs de formation, y compris sur le chantier, de façon à ce que les compagnons puissent comprendre ce qu'est ce nouveau matériau, comment il est mis en œuvre et comment il impacte sur les autres métiers, l'électricité, la plomberie, etc. Et donc ce dispositif, c'est là où on a nécessairement besoin de partenariat. C'est-à-dire que le rôle du bailleur, il est important. Nous, on va massifier de plus en plus, on va monter en production des quantités de logements de plus en plus importantes de façon à permettre de rentabiliser la filière. Mais si on n'a pas tout ce partenariat, évidemment, on n'a aucune chance de réussir. Philippe Gruat, très vite sur ce béton de chanvre. Là, moi, j'ai découvert un petit peu j'avoue, son existence en préparant cette table ronde. C'est une vraie bonne solution. Oui, encore une fois, le bon matériau au bon endroit. Donc, ça peut être une très bonne solution, comme le béton de lin, une bonne solution en Normandie parce qu'il y a le produit, à condition, effectivement, d'être raisonnable dans la production du matériau de chanvre et de l'utiliser, encore une fois, au bon endroit. Je voudrais juste un tout petit peu changer de casquette et parler en tant que président d'Agir, qui est un partenaire du SH, qui est une plateforme et un hub d'économie circulaire. Donc ce que l'on essaye de faire au niveau de cette plateforme, en partenariat avec vous, c'est justement d'amener les bonnes solutions au bon endroit sur des chantiers donnés. Vous l'avez cité tout à l'heure, et ça c'est véritablement un rôle de chef d'orchestre que l'on peut jouer à partir du maître d'ouvrage jusqu'à l'ensemble des acteurs d'une construction. Pour vous donner un exemple sur un petit collectif de 12 logements construits à Chartres, Agir a joué le rôle de chef d'orchestre pour 104 personnes physiques. C'est-à-dire que depuis la maîtrise d'ouvrage
en passant par l'architecte, les entreprises, les industriels concernés, il a fallu jouer ce rôle de chef d'orchestre pour arriver à travailler les 7 piliers de l'économie circulaire, hein, depuis l'approvisionnement de granulats, l'éco-conception, etc. Et donc sur ce genre de sujet, effectivement, avec les matériaux que vous avez cités, le béton de chanvre, comme ça peut être aussi à d'autres endroits géographiques et avec d'autres circonstances pour d'autres besoins, le bon matériau, c'est comment on joue raisonnable et raisonné sans être dogmatique sur un matériau à un endroit, un autre matériau à l'autre. C'est ça un peu la solution aujourd'hui qui va nous amener à décarboner notre industrie puis avoir des solutions qui soient raisonnables. Olivier Sichel, je me tourne vers économiquement, vous. économiquement viable, parce qu'effectivement, excusez-moi, je vous interromps, mais le surcoût de 15-20%, on le constate toujours au départ, si ce n'est que quand on travaille bien toute la chaîne, on arrive à iso-coût, je le garantis, à condition de travailler tous ensemble. Voilà, le prix s'oublie, la qualité reste, comme disait l'autre. Olivier Sichel, je me tourne vers vous après ce premier tour de table parce que le constat, on le fait ensemble. Il y a des injonctions contradictoires, il y a des opinions un petit peu divergentes, il faut que tout le monde travaille ensemble, mais on en revient toujours un peu au nerf de la guerre. Est-ce qu'on parvient à trouver une équation économique qui prenne en compte finalement aujourd'hui, on va dire, tous les aspects extrêmement multiples de ce problème ? Oui, alors, injonction contradictoire, mais d'abord des résultats. Olivier de Lagarde, il faut quand même rappeler qu'il n'y a que 7% de logements dits énergétivores dans le parc social, alors que dans le reste du parc de logements, c'est 18%. Donc globalement, tous ensemble, dans cette salle, nous avons réussi le pari de rénover thermiquement une grosse partie du parc de logement social. Ils sont meilleurs que les bailleurs privés, c'est ça que vous dites? Ils sont bien meilleurs que les bailleurs privés, à tel point que, vous savez, Emmanuel Vargon et Bruno Le Maire m'ont confié l'an dernier une mission sur comment est-ce qu'on peut accélérer la rénovation thermique des logements privés. Et donc c'est un enjeu différent. J'ai envie de dire qu'il ne nous reste plus que les 7% à terminer. Et on a déjà eu beaucoup de solutions. Alors, dans les solutions, il y a évidemment le nerf de la guerre, vous le signalez, Olivier, les financements. Donc, c'est plus de 15 milliards de travaux qui ont été financés depuis l'arrivée de l'éco-prêt et 425 000 logements qui ont été rénovés grâce aux efforts de toute la profession. On va continuer. Et d'ailleurs, la profession continue, même en prenant la période Covid. C'est 483 millions d'éco-prêts qui ont été financés pour rénover 30 000 logements. Donc, il faut le saluer et voir que souvent, la profession, le mouvement, est à l'origine de grandes innovations. Axel David le signalait avec la démarche Energiesprong, qui est donc l'importation des Pays-Bas de méthodes radicalement nouvelles pour accélérer et pour aussi baisser le coût par la massification. Vous parliez de Brun et de la région. Moi, j'ai été il y a 3 semaines à Bordeaux, peut-être pas avec Vinci, mais avec Saint-Gobain, où la région aide une école de la rénovation énergétique fondée par Thomas Gaznave pour apporter des bras. Alors, il n'y avait peut-être pas Vinci, mais il y avait la CAPEB. Et c'est pas mal aussi, d'un point de vue local, pour faire travailler des artisans locaux, de former des compagnons à ces métiers. Donc, il y a la rénovation, et puis il y a les nouvelles constructions. On a annoncé juste ce matin avec Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts, que la Banque des territoires mettrait en place, avec la bonification d'Action Logement, des prêts de haut de bilan vert pour des constructions qui seront vertueuses. Parce qu'on parle de rénovation, mais il faut aussi que ce qu'on construit soit vertueux. Et il y a une dimension plus globale que l'on commence à faire, parce qu'il n'y a pas que la construction et la rénovation. Je pense que, vu sa force, vu son impact sur la société, le mouvement a aussi un rôle à jouer. Par exemple, dans le développement du solaire sur les toitures. Et nous lançons une innovation avec Atrium, une société qui va proposer la rénovation des toitures à coût nul ou marginal, à condition que l'on puisse avoir la propriété des panneaux solaires. Et là, c'est l'énergie nouvelle renouvelable qui financera la rénovation. Et puis plus largement, et je le fais avec mon voisin Stéphane Dauphin, il y a aussi les infrastructures de recharge de véhicules électriques. On a des locataires, alors je ne sais pas si les locataires veulent payer pour la rénovation de leur logement, mais ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus de locataires sont aussi des citoyens et veulent avoir des véhicules électriques, et ils ont besoin de recharge pour le véhicule électrique. Et donc on travaille aussi avec l'USH à ce qu'on puisse déployer des bornes de recharge de véhicules électriques chez les bailleurs sociaux. Florent Lacarrère, les régions ont déjà pas mal de pouvoir en termes de politique de l'habitat, d'urbanisme. Vous êtes le bon échelon, alors vous n'allez pas me dire l'inverse, mais pour devenir un petit peu
coordinateur et l'accélérateur de toutes ces bonnes pratiques, de toutes ces bonnes volontés qui sont en tout cas affichées à cette tribune? Alors, je ne sais pas si on est le bon échelon. Par contre, une chose est certaine, c'est que la coordination de l'ensemble des échelons publics est nécessaire. Pour nous, on constate la multiplication des acteurs publics, que ce soit des acteurs d'État, de collectivités plus locales qui interviennent toutes. Ce qu'il faut, c'est un cadre de coordination et un peu d'intelligence collective et du guichet unique pour faciliter un petit peu la vie des bailleurs et aussi des habitants. Je sors du logement social là-dessus. La logique de guichet unique facilite les rénovations. Alors, nous, sur cette plateforme unique, on s'intéresse beaucoup au dispositif de la disposition de la future loi 4D, avec un petit peu ce que fait l'Île-de-France, peut-être qu'on pourra en parler, l'idée d'un schéma régional de l'habitat et de l'hébergement qui met en lien un petit peu tous les acteurs et qui se fait à l'échelle de la région Île-de-France pour connecter les enjeux des aides à la pierre avec les projections du SRADET. Voilà, c'est une idée par exemple. Toutefois, la région ne veut pas tout prendre et par exemple, sur les aides à la pierre, nous ne sommes pas favorables à un transfert général des aides à la pierre dès lors qu'il n'y a aucune souplesse pour nous en matière de critères d'attribution. Mais dans tous les cas, je pense que ce qui est essentiel, c'est que la transformation énergétique, elle se fasse au plus près des territoires et tout en subsidiarité. Et ça ne serait pas mieux au niveau du département? Mais peut-être, mais la coordination, elle peut se faire à différents... Je dis ça, je vous cherche gentiment, et vous l'avez compris. Ouais. Ce qui est important, c'est que tous les échelons s'entendent et travaillent conjointement. Pourquoi je vous pose cette question? C'est parce qu'on a l'impression que, en plus de la difficulté des bailleurs, des constructeurs, des locataires, il y a en plus une difficulté administrative qui vient un petit peu chapeauter tout ça, quoi. Il y a énormément d'organismes, énormément d'aides, on est perdu, et même quand on est bailleur, je me dis que ça ne doit pas être simple de retrouver ces petits chiens. C'est vrai, mais par exemple, la région sur la rénovation énergétique travaille avec les EPCI pour faire de la proximité sur la rénovation du logement privé. Ce qui est important, c'est la coordination des acteurs et je pense que la région en est capable parce qu'elle a la structure qui lui permet. Axel David, Non, je suis en train de penser à notre projet. On n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas réussi à faire que ça devienne un projet des territoires et du territoire. On a été accompagné depuis le début sur les études de faisabilité par le conseil régional, par les conseils départementaux, par les intercommunalités, qui ont tout de suite vu que ce projet, c'était une manière de réussir leur feuille de transition énergétique. Et en fait, elles se sont saisies de cette opportunité et l'ont accompagné les unes et les autres avec leurs outils. Elles n'ont pas les mêmes outils, mais elles ont utilisé leurs outils, elles ont coordonné leurs outils pour qu'on puisse avancer. Et ça, c'était vachement important à l'échelle de notre projet parce qu'il fallait être en capacité de trouver un modèle économique, vous en avez parlé tout à l'heure. Il fallait être en capacité de aussi regarder si les industriels, les entreprises seraient au rendez-vous. Et aller chercher ce tissu économique et travailler avec ce tissu économique, ça passe aussi par le rôle d'animation des collectivités. Et je peux vous dire que sur notre projet, ça a été un élément extrêmement riche. Et la capacité de se mutualiser à l'échelle d'un territoire, ça passe souvent par la mobilisation des élus et des techniciens de ces collectivités. Stéphane Dauphin, comment est-ce qu'on on favorise le fait que tout le monde travaille ensemble dans la même direction, rame bien dans la même direction? C'est, je crois, le rôle de l'USH notamment, et puis de nos différentes associations. Le monde du logement social est quand même un secteur qui travaille extrêmement bien en réseau. C'est aussi l'objet, par exemple, de la commission que je préside à l'USH sur la transition et résilience du parc, c'est faire remonter les bonnes expériences, écouter, échanger, partager entre les différents territoires, entre les bailleurs de toute taille, de toute nature, avec des histoires différentes pour capitaliser sur nos expériences, regarder les expérimentations qui se montent sur le territoire. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, mais pour le coup, notre secteur est quand même très mature sur ces sujets-là et c'est vraiment très intéressant. Et c'est aussi pour ça, Olivier Sichel l'indiquait, je crois aussi pour ça qu'on travaille beaucoup en réseau, qu'on est fortement aidé, accompagné, qu'on est capable aujourd'hui d'afficher des enjeux de performance énergétique largement au-dessus de la moyenne du parc de logements français. Olivier Sichel, est-ce qu'on peut envisager d'autres sources de revenus? La production d'énergie, on parle parfois de
de cette notion de foncier aérien? Alors, d'abord, dans les sources de financement, vous appeliez de vos voeux un guichet unique. Il y en a un qui sont les fameux financements européens. Et nous avons ce guichet unique puisque c'est la Banque des Territoires qui distribue les crédits de la Banque européenne d'investissement et que ces crédits marchent bien. Banque européenne d'investissement et, par exemple, Banque du Conseil de l'Europe, on avait une enveloppe de 300 millions qu'on vient de porter à 450 millions. Donc là, vous avez beaucoup de financements qui arrivent dans le domaine du logement social pour favoriser cette rénovation. Et c'est important parce qu'il y a la dimension quand même du temps long. Ces projets peuvent à un moment susciter des revenus par les économies d'énergie, mais parfois c'est très très long. Et donc il faut accepter d'être dans des financements longs, et c'est ce que permet la Banque des Territoires. Il se trouve que, vous le savez tous, c'est le livret A qui finance la Banque des Territoires. La ressource, elle est pléthorique, hein, j'ose à peine le dire, mais les Français ont beaucoup épargné dans cette phase-là. Donc on a énormément d'argent en disponibilité. Le problème, c'est parfois la capacité à mener les projets. Méfiez-vous, Olivier Sichel, en disant des choses comme ça. Ah, mais j'ai pas de problème, moi, tous les clients peuvent venir, on a les enveloppes. Alors, il y a beaucoup de questions hein, et beaucoup d'interrogations, et on nous demande de nous recentrer sur les locataires. Question intéressante, Michel Fréchet, quand on diminue le coût énergétique du logement, est-ce qu'on diminue les impayés? Les bailleurs seraient mieux à même que moi de vous répondre, puisqu'ils ont des statistiques très précises là-dessus. Mais globalement, les impayés de loyer dans le milieu du logement social, à moins d'être contredit, c'est pas énorme, hein, c'est quelques pourcents de l'ensemble des locataires. Hein, c'est bon. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire que n'oubliez pas le fait que la très grande majorité des locataires, paient normalement son loyer. Donc, ne nous bloquons pas sur un petit pourcentage qu'il faut bien entendu aider, hein, mais ça reste un petit pourcentage, ne l'oubliez pas. Ce n'était pas complètement ma question. Alors, savoir si le nombre d'impayés était important ou pas. C'est si finalement quand on diminue le coût énergétique du logement, et c'est une question qui est posée, est-ce que ça diminue également le nombre d'impayés? Écoutez, peut-être que Dominique Soyer a une réponse. Oui, je ne suis pas sûr que des études aient été faites là-dessus, mais est-ce que ça change fondamentalement les choses. Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est un cycle finalement vertueux? C'est ce qu'il y a derrière cette question. Bien sûr que c'est un cycle vertueux, parce qu'il faut aussi raisonner en termes de pouvoir d'achat pour les usagers. Il y a le loyer, mais il y a d'autres sources dans leur pouvoir d'achat qui interviennent. Récemment, on nous annonçait une augmentation très forte de l'électricité, par exemple. Donc, le loyer... Mais l'électricité, c'est écolo. Il y a un business écolo? Non, c'est juste, si on parle aujourd'hui, si le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à être plus conforme à un développement durable, on va vous dire l'électricité, se chauffer à l'électricité, c'est mieux que ce que chauffer au fioul ou au gaz. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas de la question du prix. Oui, c'est une vaste question qui demanderait, me semble-t-il, des heures de débat, parce que selon les périodes, quand on revient en arrière dans notre histoire, selon les périodes, on a favorisé telle source d'énergie, puis telle autre. Enfin bon, donc je n'entrerai pas là-dedans. Mais moi je parle juste en termes de réchauffement climatique. Oui, quoi. oui, mais voilà. Bien sûr. Il y a aussi le nucléaire, vous auriez pu en parler également. Mais donc voyez-vous, c'est des questions extrêmement vastes qui font intervenir des sources d'énergie différentes. Je pense que la meilleure option dans ce domaine, c'est une sorte de ce qu'on a coutume d'appeler un mix énergétique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dans la fourniture de l'énergie dans notre pays, il faut qu'on utilise toutes les sources d'énergie possibles pour satisfaire les usagers. Je pense que c'est la bonne démarche. Autre question pour vous, puisque vous avez le micro. N'oublions pas que les locataires ont aussi un impact sur la consommation de leur logement. Est-ce qu'il faut les aider à comprendre leur logement? Est-ce qu'il faut faire plus de pédagogie auprès des locataires? Alors, c'est une question que je n'aime pas du tout. Parce que derrière votre question... ça veut dire que c'est une bonne question. Derrière votre question, on a l'impression
que vous considérez que les locataires sont des individus qui ont une intelligence limitée. Mais vous savez, Ils ne sont pas je idiots. suis moi-même locataire. Oui, mais Et je ne suis pas forcément, c'est pas que j'ai une intelligence limitée ou pas, c'est que je ne suis pas forcément au courant de toutes les bonnes pratiques. Apprendre à tout âge, c'est pas une insulte. oui, oui, mais néanmoins, effectivement, vous n'avez pas l'air d'avoir une intelligence limitée. Je dis, vous n'avez pas l'air. Hein. Bon. Après, il faut Vous me voir, connaissez mais mal. A priori, non, je vous écoute très bien, puisque tous les jours sur France Info, je vous entends. Non, la question, elle n'est pas là. Elle est dans le fait que, naturellement, que ce soit vous ou que ce soit d'autres personnes, on s'adapte à son environnement et on découvre qu'en faisant tel geste, eh bien, on consomme moins d'eau, en faisant tel geste, on fait des économies, etc. Tout ça, c'est quelque chose de naturel, et l'être humain a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il s'adapte à quasiment toutes les situations. Je pense même qu'il va s'adapter pour les années qui viennent au changement climatique. Ceci dit, il faut quand même aider les individus à s'y adapter, mais ils comprennent naturellement. Hein, ne les prenons pas pour des gens qui ont un nombre de neurones limité. C'est absolument pas le cas. Néanmoins, Axel David, est-ce qu'il y a un travail de pédagogie, à votre avis, à faire auprès des locataires? Pour revenir, ce qui est écolo, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc qu'on ait les uns et les autres une capacité à mieux appréhender ces usages pour que ça fonctionne, ça fait partie du projet sur lequel on travaille sur Energy Sprong. De manière évidente, il y a une idée d'accompagner les locataires dans les bons gestes, mais aussi de concevoir des logements qui soient simples. Moi, dans mon passé de bailleur avant d'être en AR, j'ai livré des logements qui n'étaient pas simples, sur lesquels le chauffage était réalisé par une résistance dans une VMC, et puis il fallait ouvrir les fenêtres le jour, et puis il ne fallait pas trop les ouvrir à certains autres moments, et en fait les locataires étaient perdus. Et donc, moi je pense que c'est important dans notre conception qu'on soit sur des choses qui fonctionnent, et que tout le monde puisse faire fonctionner sans se poser de questions, et qu'il soit évident. Et oui, bien entendu, moi ce matin pour venir vous parler, j'ai pris une douche. Pour être très honnête, je n'ai pas respecté les 3 minutes réglementaires. Parce qu'il y a 3 minutes réglementaires? Ça doit être à peu près ça, ouais. Et ça a duré un peu plus longtemps. Et donc, vous voyez, je n'étais pas au courant. Prendre la réalité des usages, c'est important. Et les gens, ils peuvent prendre des douches un peu plus longues. Ils peuvent ne pas forcément toujours ouvrir les volets comme il faut. Mais il faut que le logement il fonctionne et qu'il soit bien conçu de telle manière à ce que ça fonctionne. Et c'est un des éléments importants des projets sur lesquels on travaille. Dominique Soyer. En tout cas, cette question de la pédagogie, moi je trouve que c'est une bonne question. Que ce soit vous êtes sympa. De la pédagogie, de la co-construction, de la concertation, des ateliers de travail avec nos locataires. Je pense que ça, c'est au cœur de l'activité, de la relation client de tous les bailleurs sociaux. Et c'est quasiment indispensable. Enfin, vous le disiez tout à l'heure, travailler en amont sur la façon dont on va réhabiliter un logement, sur ouvrir des options sur la façon dont on va réhabiliter ce logement, en discuter avec nos locataires, c'est évidemment indispensable. C'est le cas aussi quand on fait de la rénovation urbaine du quartier tout autour. Et c'est le cas aussi, il faut le dire, sur l'usage du logement. Parce que bien souvent, le logement d'après, il n'a plus rien à voir du tout avec le logement d'avant. Pour ce qui nous concerne, on n'a que du logement individuel. Il est complètement chamboulé, c'est-à-dire qu'on a recomposé complètement la cellule du logement, les volumes intérieurs, les pièces. Le chauffage, le mode de chauffage n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. Et donc il y a effectivement, quel que soit, ça n'a pas de rapport avec l'intelligence de nos locataires évidemment, ça a un rapport avec le fait que l'usage a complètement changé et qu'il faut s'y préparer, il faut s'y adapter parce que ça impacte le mode de vie, le mode de consommation du logement. Et donc ça se travaille, et ça se travaille de longue haleine, c'est-à-dire pas seulement au moment de la livraison du logement, et pas seulement au moment de la préparation des travaux de concertation, mais aussi bien après, pour qu'on vérifie aussi que les solutions que nous avons mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation des logements sont les bonnes et qu'elles doivent éventuellement évoluer ou pas évoluer. Mais en tout cas, cette relation client et cette pédagogie après la livraison du logement, elle est vraiment indispensable des deux côtés, aussi bien pour le locataire que pour le bailleur lui-même. Olivier Sichel.
Oui, plus que de la pédagogie, moi je dirais c'est une démarche participative qu'il faut avoir avec les locataires, surtout quand les rénovations sont lourdes. Moi, Vous avez raison, ça c'est plus politiquement correct de parler de démarche participative plutôt que de pédagogie. Mais c'est pas politiquement correct, c'est une question d'acceptabilité et de la façon dont vous conduisez les travaux. Je me souviens d'une démarche, par exemple, de la tour Cézanne à Arras, qui est une grande tour. Avant d'engager 30 mois de travaux pour faire une coque qui va recouvrer toute cette tour, il faut expliquer aux gens qu'il y aura un bénéfice qui va être 15% de surface supplémentaire en mieux, parce que ça va être en fait une espèce de véranda. Vous faites une espèce de paroi extérieure, que ce sera à loyer inchangé, mais qu'il y aura 30 mois de travaux. Et vous apercevez que les locataires, ils ont leur mot à dire sur la façon dont ça va se dérouler et comment ces 15% de surface supplémentaire pour chaque loyer pour chaque logement vont être utilisés. Et ça correspond à du travail avec l'architecte, du travail avec les ouvriers, de la prise en compte de certaines demandes sur les matériaux qui vont être utilisés. Et après, vous avez un soutien très très fort des locataires, parce que la rénovation va pouvoir se faire alors que le site est occupé. Et donc ça simplifie beaucoup de choses plutôt que des opérations lourdes où il va falloir reloger les locataires pendant qu'on rénove leur bâtiment. Donc c'est plus que de la pédagogie, c'est du participatif. D'accord. Philippe Gruat. Oui, ce que je voulais dire, c'est effectivement former, qu'il s'agisse de locataires ou plus généralement d'occupants de tout le monde, hein. Tout le monde. Et donc, je prends l'exemple des objets connectés aujourd'hui qui vont inonder le marché quand on aura à nouveau des puces à notre disposition. Vous, comme moi, je suppose, même je dirais un peu avec une certaine formation, on ne sait pas utiliser le quart du tiers des objets qu'on met à notre disposition dans ce domaine. Alors ça, c'est la partie un peu technique, mais il y a aussi la partie du bon sens, où ça commence dès l'école, dès les formations que l'on donne à quiconque. Et donc ça, c'est véritablement quelque chose qu'il faut développer partout, y compris peut-être dans les organismes. Je vais prendre simplement l'exemple d'un bâtiment tertiaire qui est le siège aujourd'hui d'un grand acteur de l'énergie et des services. 200 personnes qui y travaillent, tout est bien, hein, c'est remarquable, l'énergie positive, etc. Au bout d'un moment, il a fallu mettre 2 personnes à disposition, enfin, dans ce siège de 200 personnes, pour expliquer comment ça marchait, alors que c'était leur spécialité. Donc quand je vois des logements bien équipés, avec tout ce qu'il faut, eh bien, il va falloir qu'il y ait des gens qui expliquent, ou qu'il y ait des façons d'expliquer comment ça marche et comment on réagit, quel est le comportement qu'on doit avoir pour arriver au résultat que l'on souhaite. Techniquement parlant, on le sait faire. Maintenant, comment on utilise tout ça, comment on le fait, il va falloir mettre en place des méthodes, des moyens d'expliquer comment ça marche. Et vous, comme moi, les premiers. Hein, parce que je pense que même une voiture, aujourd'hui, quand on nous la met à disposition, on n'utilise pas du tout ce qu'il faut pour l'utiliser d'une façon écologique comme elle a été, alors qu'elle a été construite pour ça. Ça, c'est absolument certain. Stéphane Dauphin, vous voyez, sur ces questions de pédagogie ou alors donc de mode participatif pour faire plaisir à Olivier Sichel, et pas seulement pour lui faire plaisir, parce que c'est vrai, vous avez raison, aujourd'hui, il ne faut pas que ça soit du haut vers le bas, il faut que tout ça bouge, et on a des choses à se dire. Il y a beaucoup de questions, effectivement. Sur la pédagogie, c'est une évidence, hein. Je crois que chacun en est confronté déjà chez nous à la gestion de notre propre thermostat et à sa compréhension. Et c'est souvent hyper complexe. Et je pense que ça l'est pour tous. Il y a effectivement, donc, ça a été dit, hein, besoin d'accompagner dans la prise en charge du logement, des nouveaux équipements. C'est des enjeux qui dépassent effectivement la simple dimension financière aussi qu'on évoquait tout à l'heure. Elle est évidemment importante. La quittance, c'est important. Les gains, quand on fait de la rénovation thermique, c'est important. Mais je crois qu'aujourd'hui aussi, hein, les attentes des locataires, elles sont énormément sur la qualité d'usage, sur le confort du logement et sur tout son environnement, où là aussi, on a un rôle à jouer sur la ville des courtes distances, sur les services qui sont à proximité immédiate, qui sont dans nos pieds d'immeubles, sur la végétalisation de nos sites. Aujourd'hui, on s'engage dans une démarche effectivement beaucoup plus globale.
Et quand on mène des opérations complexes, hein, je vois à Paris Habitat, quand on a 27 000 logements HBM à rénover, on ne peut évidemment pas les rénover avec des locataires en place. Donc on est sur des process très longs de concertation. C'est beaucoup de moyens, des moyens humains, des permanences sur site tous les jours, des prises en charge du déménagement, et puis aussi un travail avec les locataires, plusieurs appartements témoins, quelquefois même des choix laissés sur les matériaux. On évoquait les cuisines tout à l'heure, sur la disposition de la cuisine dans le logement. Et puis un autre élément important, alors qui est compliqué, hein, parce qu'il est très engageant vis-à-vis des locataires et de notre capacité à porter avec eux un projet. Et je le disais d'ailleurs, pas seulement nous-mêmes, hein, mais aussi avec les entreprises, avec les maîtres d'œuvre. Et on compte de plus en plus sur eux dans les process de réhabilitation pour apporter aussi un regard tiers sur le logement qui n'enferme pas simplement le locataire dans la relation avec le bailleur. Et l'enjeu aussi, ce qu'on pratique à grande échelle, c'est de faire voter systématiquement nos locataires sur les projets. Alors c'est compliqué, et il y a quelquefois de rares échecs, mais en tout cas on apprend tous de ces échanges, et puis surtout on se donne un confort de travail quand on engage des opérations qui sont là très longues avec les enjeux de relogement, et des opérations qui s'étalent sur 5, 6 ou 7 ans. Alors justement, Axel David, il y a plein de questions hein, sur Energy Sprong, mais finalement, plus globalement, et c'est ce que disait Stéphane Dauphin, les process sont très longs, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des tâtonnements, il y a des bonnes initiatives. Comment est-ce qu'on passe finalement de la phase expérimentale, et plus qu'expérimentale, je veux dire, avec la réalisation d'une résidence qui sera très positive en termes écologiques, à une implication de masse, on va dire? En le travaillant très fort en amont et en prenant le temps de le travailler très fort en amont. Quand on a voulu projeter le projet Energy Sprong, on s'est posé 3 questions. Est-ce qu'on a un patrimoine sur lequel on peut industrialiser? Est-ce qu'il y a un patrimoine sur lequel on peut venir rapporter des façades préfabriquées en usine et venir les mettre, et est-ce que ça fonctionnera? Le deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce que l'on aura les capacités économiques de le faire? Parce que c'est plus cher que les réhabilitations classiques. Et donc on a travaillé très fort le modèle. Je regarde Olivier Sichel, parce que, comment dire, on a beaucoup travaillé avec les équipes de la Caisse, et y compris avec Olivier plusieurs fois sur ce sujet, pour y arriver. Et puis on a une troisième question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on aurait des industriels, des entreprises qui seraient en capacité de répondre? Une fois qu'on a fait toutes ces études et qu'on avait, entre guillemets, répondu assez positivement à toutes ces questions, il fallait se lancer. Il fallait donner le choc de confiance dont on parlait tout à l'heure. Et le choc de confiance, il passe par la masse. On n'a plus les moyens de faire du prototype pendant trop longtemps. On peut en faire, il faut qu'on en fasse. Mais une fois qu'on a éprouvé, comme on l'a vu, un matériau comme le béton de chambre, quand on a éprouvé une manière de faire un exercice, il faut être capable de donner de la confiance à une filière. Et pour donner de la confiance à une filière, c'est le rôle des bailleurs sociaux. On l'a fait de tout temps. C'est nous qui avons porté les innovations. Et les innovations, ça mérite parfois de s'organiser. Donc c'est ce qu'ont fait les organismes ligériens, 14 organismes avec 12 ligériens et 2 bretons, parce que si je ne le dis pas, je vais avoir des problèmes en sortant de la salle, donc je fais attention. Et ils ont décidé de monter une centrale d'achat, de mettre en commun ce marché, de se mettre d'accord sur un cahier des charges commun. Les bailleurs, les 14 bailleurs ont un seul cahier des charges, et d'organiser cette consultation pour que les groupements d'entreprises puissent s'organiser et puissent répondre. Et on a mené un dialogue compétitif, donc pour tout vous dire, il s'arrête demain, parce que les offres finales auront lieu demain, avec 10 groupements d'entreprises qui travaillent d'arrache-pied avec nous depuis quasiment 1 an, pour nous rendre des offres qui vont peut-être rendre ce modèle fiable et mature. Et je pense que c'est la seule solution, et c'est le rôle des HLM dans l'exercice. Olivier Sichel, comment on passe à la massification? J'ai vu que Dominique Soyer voulait prendre on passe à la massification avec des initiatives telles que celles de l'USH des Pays de la Loire et de la Bretagne, où le regroupement qui a été permis par la loi Elan permet d'avoir un impact sur la taille. Nous-mêmes, avec notre filiale CDC Habitat, qui maintenant a un long réseau de partenaires, on peut avoir à ce moment-là des initiatives plus massives
qui consiste à passer des commandes aux industriels qui nous accompagnent sur de plus gros volumes, et puis aussi à professionnaliser nos processus. Donc ça, c'est comme ça qu'on arrive à la massification. Je voudrais dire aussi que le processus est un processus quand même d'amélioration continue, et on apprend au fur et à mesure parce que le climat change et aussi les enjeux changent. Je vais citer une anecdote, m'est arrivée il y a un mois. J'étais au Havre et puis j'inaugurais avec Édouard Philippe une très belle réalisation faite par le bailleur social qu'on avait financé, Alcéane. Très belle réalisation, c'était une ancienne caserne de pompiers du 19e. Donc vous voyez, briques rouges, pierres de taille, que vous transformez en logement social. On était assez fiers. Honnêtement, on se disait, on coche toutes les cases, zéro artificialisation, hein, je reprends un bâtiment, mise en valeur du patrimoine historique, mixité, hein, comme le bâtiment était chic, il y avait du logement social, du logement intermédiaire et puis du logement libre. On fait notre inauguration dans la cour d'honneur. C'était juste début septembre, il faisait chaud, il y avait de la... Je fais mon discours, tout se passe bien. Édouard Philippe fait le sien, tout se passe mal. Il y a une femme qui défaille. Il faisait très très chaud dans cette cour. Franchement, il y avait beaucoup de chaleur et le Havrais a du mal à supporter la chaleur. Et donc on appelle. Dites pas de mal des Normands. Hein. Oui, les pompiers mènent du temps à venir puisqu'ils avaient déménagé. Et on s'aperçoit que dans cette cour, très magnifique, totalement minérale, pas une feuille verte. Pas évidemment un îlot de fraîcheur, pas un arbre, et on s'est dit, bon, on a manqué quelque chose. Et pourtant, je peux vous dire qu'on était tous collectivement très très fiers de notre réalisation, sauf que le climat change, et l'idée de se dire qu'au milieu de cette cour très minérale, il aurait fallu sans doute planter des arbres et avoir un îlot de fraîcheur, eh bien, c'est des choses à prendre en compte, et je pense que moi, j'ai retenu en tout cas la leçon. Florent Lacarrère, la région peut être aider à cette massification? Alors, elle peut aider, et je rejoins un petit peu ce que disait Olivier Sichel, c'est-à-dire que de par sa compétence, la région Nouvelle-Aquitaine va travailler sur de la rénovation globale de centre-bourg, sur la complémentarité du logement social avec du commerce, avec des pôles de mobilité. C'est tout l'intérêt de la région justement d'encourager ces massifications dans des cadres plus globaux. Et donc nous, on travaille par exemple énormément dans le cadre de nos contrats de territoire, c'est-à-dire qu'on a des élus référents de la région qui vont permettre de catalyser les initiatives territoriales et de leur apporter les fonds de la région, que ce soit, comme je disais, sur du commerce, sur de la mobilité, sur de la réhabilitation de bâtis. Donc voilà, une approche globale qui va conduire, j'espère, à réussir ces massifications dans nos petites villes où on a du bâti abandonné, ou peut-être que des bailleurs sociaux pourront s'y intéresser si on arrive à amener une démarche globale et à mettre en œuvre toutes nos compétences régionales. Dominique Soyer. Alors pour conforter ce qui vient d'être dit, on a dans notre patrimoine 3000 logements qui sont des logements préfabriqués en plein pied, parfaitement adaptés aux besoins, aux usages des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Donc ces logements, on veut les réhabiliter. Et on a la chance d'avoir gagné un appel à manifestation d'intérêt de l'État dans le cadre du plan de relance pour justement massifier cette réhabilitation, cette fois par l'extérieur. On n'a pas choisi le procédé Énergie-Sprong parce qu'il n'est pas adapté à la situation, mais on a travaillé finalement dans le même état d'esprit, c'est-à-dire donner de la visibilité à des entreprises sur ces 3000 logements sur plusieurs années et dans le cadre d'un plan de financement apporté par le plan de relance. Le travail, il est intéressant dans la mesure où nos partenaires entreprises, c'est de l'ordre de 200 entreprises. On travaille régulièrement avec 200 entreprises qui nous suivent sur nos travaux. Et donc on les a réunis, ces entreprises, des petites, des moyennes, des grandes, des majors, de façon à les amener à se grouper pour pouvoir répondre à cette perspective de réhabiliter par l'extérieur en industrialisant un process, un parc de logements potentiellement de 3000 logements. Et ça marche. C'est-à-dire que finalement, de la petite entreprise à la très grosse, tous trouvent leur intérêt à travailler ensemble sur quelque chose qui aujourd'hui n'est pas prêt. C'est-à-dire que ces modes de production industrialisés, ils n'existent pas vraiment, ils sont encore en émergence. Et c'est dans l'intérêt finalement de la très petite entreprise et de la très grosse de travailler ensemble parce qu'elles peuvent être complémentaires. Le major tout seul, il ne peut pas faire, et la petite entreprise, évidemment, n'est pas adaptée. Donc c'est ces groupements d'entreprises qui sont en train de répondre à nos procédures de mise en concurrence, et on est très heureux d'avoir vu arriver des groupements constitués de façon à pouvoir répondre à notre attente et à une urgence, puisque ces travaux, dans le cadre du plan de relance, doivent être réalisés dans les 2 ans qui viennent. Philippe Gruat, sur cet aspect de massification.
Oui, alors je rebondis sur ce que vient de dire mon prédécesseur. Oui, les entreprises ont l'habitude de se grouper pour travailler intelligemment ensemble, et c'est très bien. Au niveau industriel, cette habitude n'est pas courante, et donc c'est ce que nous appelons un peu de nos voeux aujourd'hui, pour qu'il y ait beaucoup plus de collaboration entre industriels pour arriver donc à cet effet de massification. Tout ça, c'est dû certainement aussi à des règles de concurrence assez strictes depuis une trentaine d'années, qui ont fait que l'industrie a bien segmenté donc sa R&D, ses développements industriels, contrairement à d'autres industries comme l'automobile et autres, qui ont une habitude de collaboration très forte. Donc autant au niveau des entreprises, qui sont vos fournisseurs directs, il y a cette habitude de groupement et d'intelligence de chantier, autant au niveau industriel, si on veut faire plus et mieux, il va falloir que l'on se libère un petit peu de ce carcan qui, encore une fois, n'est pas tellement juridique, mais qui est plus dans les habitudes pour faire ensemble. Je reviens aussi sur cette notion de chef d'orchestre, hein, à tous les niveaux, hein, qui est vraiment très très importante. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour qu'ils existent. J'espère que Agir, dont je vous parlais tout à l'heure, va faire beaucoup de petits pour qu'effectivement on ait cette sorte de coordination vraiment à tous les niveaux, mais depuis le maître d'ouvrage que vous êtes jusqu'à l'utilisateur, mais en passant par tous les acteurs, pour qu'effectivement on arrive à des chantiers ou à des réalisations intelligentes comme celle que vous venez de citer. Avec les territoires, bien évidemment. Hein, une petite réflexion complémentaire, en complément de l'exemple qui était cité au Havre et qui est assez éclairant. Et les échanges qu'on a sur la massification de la réhabilitation, les milliards qui sont amenés, je pense qu'il faut aussi qu'on ait une attention très forte au quotidien et à ce qui peut s'apparenter peut-être plus à des petits gestes. Mais aujourd'hui, par exemple, on ne fait plus à Paris Habitat un ravalement sans poser des persiennes, des volets, parce qu'on a encore beaucoup de logements qui sont peu équipés, et ça c'est une nouveauté. On déminéralise des cours, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant, et pour le coup sur ce sujet-là, il y a beaucoup de terrains favorables à ce qu'on végétalise nos espaces, à ce qu'on repeigne nos toitures avec des peintures réfléchissantes, en tout cas qu'on aille chercher toutes les petites solutions pour améliorer ces enjeux du confort d'été. Et je pense d'ailleurs que ce sujet est tellement prégnant qu'on sait tous, on a connu dans nos grands ensembles des forêts de paraboles dans les années 80, elles ont petit à petit disparu puisqu'il y a eu la fibre et le développement de l'Internet. On avait les antennes râteaux avant. Hein. Voilà, et moi je dis potentiellement, attention, on risque de voir apparaître la nouvelle génération, c'est des forêts de climatiseurs sur nos façades, de plus en plus, parce que des températures ne seront plus vivables, acceptables dans les logements si on ne passe pas à la surmultiplier sur ces sujets-là. Et je vous invite, alors un peu moins dans le sud, où peut-être les bailleurs sont un peu plus habitués, mais maintenant, moi je prends l'attention de regarder systématiquement, et on voit de plus en plus de climatiseurs dans nos logements, et ça c'est un phénomène nouveau. Et pour le coup, et avec des enjeux aussi très forts sur le porte-monnaie des locataires, vu les coûts de l'énergie. On arrive au terme de cette table ronde. J'ai envie de vous donner le mot de la fin, Olivier Sichel. Finalement, vous avez une vision un peu à 360 degrés, en tant que financeur souvent. On peut être optimiste sur l'évolution du secteur ? Dans ce domaine-là, on peut être très 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 optimiste. Moi, je pense que le mouvement et l'ensemble des bailleurs sociaux a pris à bras-le-corps le sujet de la rénovation thermique. Il est en droit d'avoir les solutions financières pour l'accompagner. On est en train de les monter. Je suis plus pessimiste sur le secteur privé, Olivier Delagarde, je vous le dis, pour avoir fait une grosse mission sur ce domaine-là. Je pense que les locataires du parc social ont beaucoup de chance d'avoir des bailleurs sociaux professionnels, responsables, qui sont en mesure de faire les rénovations thermiques. Je pense que dans le parc privé, c'est vraiment le gros enjeu en réalité sociétal. Et ça, il faudra que collectivement, nous y attelons aussi. On a fait des propositions avec des accompagnateurs Rénov', et le secteur du mouvement social a été très inspirant, très aspirationnel pour mener à terme cette rénovation thermique. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous 7. Applaudissements pour nos débatteurs. On se retrouve cet après-midi pour une nouvelle table ronde et puis pour le trophée de l'innovation. Vous les connaissez, vous en avez l'habitude. D'ici là, eh bien, bon appétit et à tout à l'heure.